est un de ces écrans. Et parfait, j'ai compris. Non, j'ai aussi un message sur l'écran. Donc, cette idée au fond, la santé est un bien individuel, d'abord. On se souhaite tous bonne santé à mille occasions, mais qu'elle est aussi un bien commun. C'est ce que ce petit microvirus nous a montré, qui a mis à l'arrêt le monde entier sur le plan économique, social, culturel, individuel. Enfin, on a eu un phénomène qui n'avait jamais existé. Et pourtant, nombreux experts avaient annoncé qu'il y aurait, que le risque de telles pandémies existait, que on vient de loin, l'histoire des pandémies dans l'histoire de l'humanité est vraiment ancienne, hein, depuis la peste de Justinien et les grandes pestes du Moyen Âge, de la lèpre auparavant, et on voit comment d'ailleurs dans l'histoire de nos sociétés, de l'humanité, on a fait des choses qu'on a retrouvées. Le confinement, l'enfermement était déjà une des solutions. Bref, tout ça pour dire que cette idée du livre, elle est au fond la conviction qu'il y a quelque chose à revisiter dans ce concept de santé, et ce One Health des anglo-saxons, qui est la santé humaine, animale et environnementale, et qui est une manière beaucoup plus intégrée de remettre ce mot de santé dans un environnement différent, nous a convaincus qu'il y avait peut-être à cette occasion des choses à dire en interpellant, en appelant dans ce livre un certain nombre de disciplines, de l'architecture à l'économie, d'un grand CHU jusqu'à un homme qui est dans l'aide et le soutien au monde. Je parle de la Fondation Mérieux. Bref, qu'il y avait à réunir en un même espace des visions croisées, parce que cela je pense qu'on est un tournant et que nous devons essayer de penser cette préservation de la santé, que nous devons penser la prévention, et que ça demande véritablement un nouveau regard, de nouvelles politiques, on le redira sûrement tout à l'heure, et une présence dans toutes les politiques publiques. Je pourrais dire d'une certaine manière, chère Linda, on l'a évoqué, qu'il faudrait démédicaliser un peu la question de santé pour qu'elle attire, elle entraîne vraiment toutes les disciplines et tous les acteurs. Voilà comment ce travail est né, peut-être Vincent. Juste un ou deux compléments. Effectivement, je dirais la cristallisation, c'était la question de la Covid-19. Et je dirais dans la Covid-19, on a beaucoup utilisé le terme de crise. Et en fait, quand on remonte à l'origine du terme crise, en fait, en grec, crise, ça veut dire choisir. Et en fait, la réflexion qui était la nôtre, et où je reviens sur ce que disait Georges, c'est qu'en réalité, cette épidémie, il y en aura d'autres qui nous attendent. Et même si on situe ça dans un contexte plus global, sans que ce soit épidémique, mais c'est toute la question du rapport de l'homme avec la nature, et donc qu'on n'a absolument pas fini de s'occuper de ces questions-là. Et que si effectivement, je dirais quelque part, cette pandémie pouvait être une crise, c'est-à-dire qu'on puisse faire des choix différents. Et il y a un deuxième élément que je vais ajouter, c'est que ces choix différents, il ne faut pas oublier qu'on est, et Georges le disait, qu'on est aussi le produit d'une longue histoire. Si je prends simplement l'exemple de la métropole de Lyon, au XIXe siècle, c'est tout le mouvement des hygiénistes qui est impulsé par des médecins, et en fait, où les médecins sortent de la ville et construisent une alliance avec les ingénieurs, les élus et les urbanistes pour penser la ville. Et je veux dire, on ne peut pas comprendre la ville de Lyon aujourd'hui, mais je pourrais vous parler de Bordeaux, je pourrais vous parler d'un certain nombre d'autres villes, on ne peut pas la comprendre si on n'associe pas des personnages qui ont été médecins, maire de Lyon, ou Édouard Herriot, qui était très sensibilisé à ces questions-là,
avec les travaux de Tony Garnier, l'architecte, et en même temps le professeur Courmont, qui était titulaire de la chaire d'hygiène publique. Et donc, on avait déjà bien un hôpital qui sortait de ses murs, une discipline qui sortait de ses murs, pour justement faire face à une crise épidémiologique qui était la leur à l'époque. Merci beaucoup pour ces réponses-là. Alors là, dans votre réponse, vous soulignez, vous esquissez en fait l'intérêt de réintroduire la considération de la santé au niveau local et dans l'ensemble finalement des politiques publiques. Est-ce que vous avez, de par vos expériences respectives, des exemples concrets à donner à notre auditoire sur la manière dont les politiques d'urbanisme ou de transport ou d'aménagement des espaces verts ou les choix que l'on fait d'organisation des espaces, je ne sais pas moi, culturels ou de circulation dans la ville ont un impact direct sur la santé. C'est-à-dire quel est au-delà, en effet, tu parlais, Georges, de démédicaliser la santé pour qu'on comprenne bien cet impact sur la santé-là, comment d'agir sur ces déterminants qu'on appelle structuraux en fait, de la santé, ça peut améliorer la santé. Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner ? Alors, c'est justement parce que les exemples concrets sont aujourd'hui, dans nos pratiques d'aujourd'hui, je dirais, il y a des éléments, il y a des morceaux d'engagement, mais je prends cet exemple parce qu'on a implanté dans un des quartiers de Lyon, dans un des arrondissements, une bibliothèque et il y avait un terrain qui était relativement vague au cœur de la ville et on a décidé d'essayer de mesurer l'impact sur la santé des habitants qu'aurait, on a défini un certain nombre de critères pour les suivre pendant plusieurs années et voir si l'impact d'un jardin particulièrement travaillé pouvait améliorer des déterminants de santé d'une population. On a mené à la ville de Lyon, je crois d'ailleurs Bordeaux s'y est associé, un processus J'immunise Lyon qui visait on n'était pas encore dans la Covid, mais de promouvoir les vaccinations contre la grippe, par exemple. Donc, le travail que l'on a aujourd'hui de repenser tous ces critères que sont la pollution en particulier, les déplacements, le logement et l'alimentation, qui sont, pour prendre ces quelques exemples, sont par initiative, je dis des morceaux parce qu'il y a des initiatives qui sont prises dans beaucoup de villes d'ailleurs, mais que ça ne fait pas encore une politique globale. C'est quand on va regrouper, faire coaguler toutes ces visions qu'on aura sur le temps long des effets. On voit bien que Dominique Perrault a une conception de la ville où il considère que l'étendre encore plus, c'est aggraver la mobilité, c'est faire des déplacements et on sait bien que la meilleure mobilité, c'est celle dont on n'a pas besoin, pour reprendre des slogans très en cours dans quelques villes et chez quelques politiques. Oui, d'accord, mais on voit bien qu'il y a là une difficulté. Et moi, tu l'as dit tout à l'heure, je voudrais vraiment insister que toutes ces politiques ne peuvent pas se passer d'une réflexion sur les inégalités. Pas à toi ici que je vais dire qu'entre les plus hauts revenus, le décile du haut et le décile du bas dans les revenus, il y a 13 ans d'écart d'espérance de vie. Qu'aller expliquer dans certains quartiers qu'il faut manger 5 fruits et légumes, et que moins de viande, oui, moi je pense qu'il y a aussi des gens qui rêvent d'avoir au moins une fois de temps en temps un peu de viande dans leur assiette. Donc, ces questions, moi je ne peux pas les dissocier. On réussira, comme la vaccination, comme la lutte contre les grandes pandémies, que parce qu'on aura protégé tout le monde. Une Afrique vaccinée à 4% aujourd'hui, ben on sait qu'à un moment ou un autre, c'est un boomerang ou en tout cas une bombe à retardement par des sélections de mutants qui risquent de nous revenir de manière plus agressive. On ne pourra pas vivre enfermé tout le temps. Donc, c'est cette idée qu'il faut faire monter tout le monde. Et c'est ça qui me paraît aujourd'hui dans les politiques publiques difficile.
Et puisqu'on parle de la ville, notre pari, c'est de dire que l'architecture nationale, les plans, que ce soit Santé 2022, que ce soit le plan, la stratégie nationale de santé, quand on lit ces documents, je vous suggère de les lire, il y a tout, j'allais dire presque tout est écrit, on a mené ce travail, il y a énormément de choses. Et comment ça ne se met pas en œuvre, d'où notre pari qu'il faut qu'il y ait une articulation nouvelle entre ce que l'État, dans son travail, j'allais dire quasi régalien, met en place, et comment ça peut se décliner dans les territoires. Et pardon, on y reviendra, mais tous les territoires ne sont pas identiques. La Bretagne n'est pas l'Alsace, l'Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine n'est pas PACA. Donc, c'est aussi cette appréciation, cette déclinaison qui doit s'appuyer pour nous au plus près des gens. Merci. Vincent, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à ça. Si, en complément. Alors, je dirais que la question qu'on a traitée, ça concerne les acteurs publics, l'État et, pour le faire court, les collectivités locales. Bon. Et il a été de bon ton pendant la pandémie, je dirais, de dire, allez, je le fais très court, l'État a une gestion beaucoup trop centralisée, il faut redonner du pouvoir aux collectivités. Moi, je voudrais simplement rappeler que, ce n'est pas, à mon avis, comme ça que se pose le problème. Si je prends la question de la vaccination en tant que telle, qui eût imaginé qu'on ait une compétition entre les régions et que finalement, il y ait des régions qui soient vaccinées plus vite que d'autres et compagnie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut bien dire qu'à un moment, on a besoin d'un État, Bon, ça ne veut certainement pas dire que tout va bien, mais on a besoin d'un État, on était bien content. La deuxième chose, ça concerne les collectivités locales. En ce qui concerne les collectivités locales, on n'a pas choisi innocemment le titre du livre « Hippocrate et les territoires » parce que les territoires, et ça rejoint une idée qu'a développée Georges, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas la ville d'un côté et de l'autre côté, je dirais, tout ce qui est périurbain et compagnie. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, et soyons très, très concret, le territoire de la métropole de Bordeaux, pas plus que celui de Lyon, ne correspond absolument pas à une réalité métropolitaine, puisque la réalité métropolitaine va bien au-delà de ce territoire. C'est-à-dire que si je prends un exemple très, très précis, la communauté d'agglomération du Libournais, elle est en lien direct, il suffit de regarder les flux de population avec la métropole de Bordeaux. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'effectivement, dans cette question de santé publique, on forme un tout, il y a des gens de conditions beaucoup plus modestes que d'autres et compagnie, et qu'effectivement, les inégalités se déclinent au sein de ces territoires élargis sur l'espérance de vie, mais se déclinent aussi sur et là je rentre sur des choses très très concrètes, sur des questions de mobilité, parce que ceux qui se déplacent, ce n'est pas ceux qui sont au cœur de la ville, c'est ceux qui sont à l'extérieur de la ville, qui ne peuvent pas arriver à se loger à l'intérieur de la ville. Et donc, ça veut dire de façon extrêmement concrète qu'une première action, c'est qu'il nous faut repenser les territoires de l'action publique. Ce n'est certainement pas en raisonnant avec les cadres anciens, en disant on est une métropole, on est sauvé. Et là où effectivement, Georges a complètement raison, on ne peut pas avoir la même chose partout, c'est-à-dire que quand je suis dans la Creuse, la réalité de la Creuse, c'est tout le département. C'est-à-dire que ce n'est pas structure intercommunale par structure intercommunale. Et donc, il y a du sur-mesure à faire. Et ce que je suis en train de dire là, c'est qu'il y a une première piste d'action concrète. C'est plutôt que de se plaindre de l'État, parce que pour reprendre la formule qu'utilise souvent Éric Orsena, je dirais, on est girondin à Paris, on est jacobin en province. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est retourné sur son territoire, on attend tout l'État. Et moi, je signe et persiste à croire que les acteurs locaux, plutôt que de s'en prendre à l'État, il ferait mieux de se poser la question, est-ce qu'ils sont sur les bons périmètres d'action? Première question. La deuxième question, c'est d'autant plus urgent qu'on a des choses extrêmement concrètes à résoudre. Et qu'effectivement, la pandémie a mis en évidence. Je ne suis pas encore certain que la crise soit arrivée, parce que j'ai plutôt l'impression qu'on est reparti comme avant. Mais si je prends les politiques de l'habitat, qu'est-ce qu'a montré cette pandémie? C'est qu'on s'est retrouvé dans des habitats où on a confondu les univers privés et professionnels. Bon. Et que donc, si je raisonne de façon extrêmement concrète, il y a bien une question de nouvelles architectures pour repenser nos habitats à l'aune
de nos rapports différents avec l'environnement au sens large. C'est-à-dire que moi, l'environnement, ce n'est pas uniquement la préservation des espaces verts et compagnie. Non, c'est l'environnement par rapport, tout le rapport global avec la nature, donc avec le vivant, dans toute son acception. Donc, nos politiques, il faut réinventer une architecture qui tienne compte de ça. Alors ça se décline effectivement sur des questions de nouveaux matériaux, enfin, etc., mais en même temps, de conception des espaces, et ça pose la question, c'est qui prend ça à sa charge? Parce que la grande inégalité qui est derrière tout ça, et la crise qu'on vient d'avoir sur le prix de l'essence l'a bien montré, c'est-à-dire que tout le monde va se dire oui, il faut que l'environnement s'en occupe, mais dès qu'on met à contribution, dès que ça devient coercitif au niveau du prix, on voit bien la limite du modèle, parce qu'il y a tout un tas de gens, je dirais, qui ne peuvent pas l'assumer financièrement. Et ça, c'est une vraie question de fond. Bon. Deuxième exemple, et j'en terminerai là-dessus pour ne pas être trop long, mais c'est toute la question des mobilités. C'est-à-dire que la question des mobilités doit être complètement repensée à l'échelle des nouveaux périmètres. Comment peut-on concevoir une politique de mobilité sur le seul territoire d'une métropole telle qu'elles existent aujourd'hui, qui sont que des fictions juridiques? On peut, et c'est le cas à Lyon, interdire l'accès des voitures diesel d'ici 2 ans à la métropole de Lyon, sauf que tout le problème, c'est que ceux qui viennent de l'extérieur, c'est ceux qui n'ont pas les moyens de se loger à l'intérieur de la métropole. Donc, concrètement, comment on fait? Et donc, là encore, ça démontre bien que plutôt que de se battre sur l'État et plutôt que de se battre sur l'organique, il faut mieux se battre sur les politiques, et qu'une politique de transport, aujourd'hui, c'est la région, c'est la métropole, c'est un certain nombre d'autres territoires, et que les acteurs locaux ont toute l'attitude pour imaginer ça. Sauf que c'est beaucoup plus facile de s'en prendre à l'État et de dire l'État ne marche pas. Merci. Alors ça, c'est vraiment intéressant ce que vous soulignez là. Ça m'évoque 2 questions. La première, c'est sur celle en effet, de cette prise de responsabilité. Ce que vous évoquez, c'est que c'est facile de rejeter la faute sur l'État, mais en réalité, les territoires ont les outils pour produire des choses. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils ne se saisissent pas, en tout cas pas tous, voilà, que ça reste encore parfois confidentiel, ou c'est certaines villes qui vont s'organiser comme ça, puis la municipalité va changer, et puis ça va être une autre logique. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas aujourd'hui cette prise de conscience collective et un mouvement plus d'ampleur pour se saisir de ces outils, pour favoriser des partenariats autour des déterminants que vous évoquez, le transport, l'aménagement, la relation avec le vivant? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que ça serait, je dirais, tout bénéfice pour les territoires, parce qu'ils prendraient une place importante sur un sujet important qui est la santé, qui est important pour les électeurs, pourquoi les élus ne se saisissent pas de ça? Oui, c'est évidemment une question qui pour nous est, enfin, j'allais dire, l'idée, enfin, le projet de ce livre, c'est bien de nous interpeller collectivement. C'est d'essayer de poser de formuler ce questionnement à l'échelle à la fois du vertical et du transversal. Je pense que on voit bien, je reviens sur la période de déconfinement, on a été capable, énormément de territoires ont été capables de faire fabriquer des masques, d'initier des productions de gel à un moment. Enfin, on a déjà oublié, mais il n'y avait pas de gel à disposition, je ne parle même pas des masques. Donc, on a été capable de mettre en œuvre des actions extrêmement engageantes. Et encore une fois, à l'échelle de villes, il y a même des petites villes qui ont été capables de faire ça. Donc, la prise de conscience, elle est naissante. Mais la santé qui clique en gros dans les 3 ou 4 premières préoccupations des Français depuis 18 mois, et même avant, la question de la santé, elle fait partie des préoccupations, pas seulement des Français, des Européens. Le problème, c'est que l'unité de mesure de la santé, ça reste l'accès aux soins, ça reste tout le curatif. C'est-à-dire qu'on a quand même du mal, moi qui ai été urologue, vous savez, convaincre un malade qui a une tumeur de vessie qu'il faut arrêter la cigarette, si ça avait marché juste parce que je l'expliquais, je l'aurais su. Et d'ailleurs, très souvent, à la première récidive, il recommençait à fumer en disant « bon, ça va, j'ai compris, de toute façon, c'est cuit ». Donc,
ce travail sur la préservation de sa santé, d'un capital que l'on a, enfin, d'autres l'ont dit, et quand même, si on remonte jusqu'à Hippocrate, c'est quand même ça l'idée, c'est quand on n'avait pas de moyens médicaux puissants qu'on a développés depuis, en gros, les 30 Glorieuses, quoi, les grandes transplantations, les pontages coronaires, les SAMU, la réanimation, tout ça c'est extrêmement récent. Les antibiotiques, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a déplacé cette question de comment je fais pour préserver mon capital à croire que de toute façon, on trouvera une solution pour mon déficit de santé. Et puis, peut-être dernier point, investir dans la prévention politiquement, c'est dur, quoi. C'est d'abord sortir du budget pour un résultat qui sera 2 mandats plus tard. Donc, il y a quelque chose là. Je suis un élu, j'ai été élu. Je veux pas noircir le tableau, mais je crois que ça fait partie de ça. Il faut cette quasi-révolution dans nos idées. Pour commencer, et ça recoupe d'ailleurs les débats actuels sur les questions environnementales, c'est-à-dire je ne suis pas un consommateur absolu d'un système, je commence moi-même à me préserver de ça. Vous savez bien que les pays nordiques arrivent à 65 ans avec moins de problèmes de santé. Ils nous mettent quand même 10 points, je crois, dans le nez que nous en France. On a les mêmes espérances de vie, mais pas dans le même état de santé. Donc, c'est ce déplacement dans les idées qu'il faut faire. Si je regarde les débats aujourd'hui des politiques pour 2022, je n'ai pas encore entendu la santé autre que l'opérationnel actuel venir se glisser au milieu des questions classiques de l'immigration et d'autres sécurités et autres sujets. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un mouvement, une prise de conscience, une responsabilité et des acteurs. Et je crois vraiment, je suis convaincu que c'est possible à des échelons de plus grande proximité parce qu'on est directement en prise avec les gens et que là, on pourra peut-être développer des politiques plus cohérentes. Juste pour compléter, moi je reprendrai l'exemple de l'évolution de la médecine. Je crois que c'est Jérôme Garcin qui avait écrit un roman sur l'histoire de ses aïeux il y a quelques années. Ses aïeux qui étaient tous professeurs de médecine de génération en génération. Et en fait, il mettait très bien en évidence qu'on était passé d'une conception globale de l'homme à une hyperspécialisation. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on est à la fois tous demandeurs d'une hyperspécialisation, c'est-à-dire qu'on ne supporterait pas aujourd'hui si on a quelque chose à résoudre de ne pas avoir le meilleur spécialiste ou la meilleure spécialiste de la question, sauf qu'on oublie dans cette affaire-là la globalité, et la globalité, c'est l'être humain qui finalement a son unité. Et je trouve ça relativement intéressant parce que cette évolution de la médecine, c'est l'évolution qui a gagné toutes les disciplines. C'est-à-dire, si je prends par exemple la santé publique aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, dans les organismes de santé publique, ils s'occupent des questions territoriales, qui sont pourtant des questions absolument centrales, telles que je l'ai développé précédemment, c'est-à-dire de se dire à un moment, mais finalement, nos questions de santé publique, si je les réinscris dans une question de santé globale, ça nécessite que moi, je m'occupe des questions de décentralisation. Sauf que chacun reste sur son compte à soi. C'est-à-dire que dans la santé publique, ma foi, ils vont s'occuper de santé publique, et si je regarde les juristes, ils vont s'occuper de décentralisation, sauf que ça ne connecte pas. Et que quelque part, l'idée du livre, elle est bien là. C'est-à-dire que dans ce livre-là, en fait, on est une dizaine à être chacun spécialiste de notre matière et tout. Mais en fait, c'est de construire une langue commune et de trouver les passerelles entre nous pour justement le décliner concrètement à travers des mots, je dirais, cette problématique de santé globale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on peut s'interroger, mais finalement, pourquoi les élus locaux ne vont pas plus loin ? Moi, je suis désolé de le dire, mais il y a beaucoup d'élus locaux qui sont encore totalement immatures sur les questions de décentralisation, c'est-à-dire qui attendent tout de l'État. La semaine prochaine, vous avez le Congrès des maires de France, donc ça va être la messe annuelle pour expliquer que l'État ceci, l'État cela.
Sauf que quand ils vont revenir chez eux, ça va être les premiers à quémander le mode d'emploi auprès de l'État. Et que ça, on touche une question de fond, parce que là, on est sur un basculement de civilisation, c'est-à-dire on change de modèle. Et que malheureusement, dans cette affaire-là, et c'est là où je réinterroge l'État, c'est que je rappelle quand même au niveau de l'État, alors si on a un commissaire général du plan, mais enfin, je ne suis pas sûr que son activité soit quand même très, très connue, ou tout au moins elle n'a pas l'aura qu'elle avait avant, et que justement ces fonctions stratégiques de l'État, mais stratégiques au sens de la prospective, n'existent plus, ou quasiment plus, ou sous forme de silo. Et tant qu'on ne remettra pas de l'unité dans cette question-là, on n'y arrivera pas. Prenez un exemple très concret. Bordeaux et Lyon partagent le même privilège, c'est d'avoir des élus écologistes. Bon. Moi, quand je regarde ce qu'ils proposent à Lyon, et je ne tombe pas dans la critique facile, puisqu'ils ne sont pas là pour se défendre, c'est qu'ils s'occupent beaucoup de questions de mobilité à l'intérieur de la métropole. Les questions à l'extérieur de la métropole ne les concernent pas. Et que pour envisager ces questions au-delà de la métropole, faut aller au-delà de son caractère boutiquier de sa réélection, parce qu'effectivement, il faut imaginer d'autres périmètres d'intervention et raisonner sur quelque part des terrains incognitas. C'est-à-dire qu'il faut explorer les confins. Et je trouve ça intéressant parce que confinement, c'est confins, et les confins, c'est l'inconnu. Et l'inconnu, par définition, fait peur à un élu parce que ça rapporte pas de voix. Oui, ce que vous dites, ouais, c'est vraiment, là, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que quand on travaille un peu sur les questions de mise à l'agenda des questions de santé publique ou des questions tout court d'ailleurs, hein, ou quand on travaille sur les processus décisionnels à un haut niveau, on se rend compte que souvent quelque chose est mis à l'agenda quand on a déjà les solutions pour... un problème est mis à l'agenda quand on a déjà les solutions pour le résoudre. Hein. Donc ça rejoint complètement ce que vous dites, c'est moins la prise de conscience du problème que le fait d'avoir trouvé les solutions qui fait qu'on commence à parler du problème. Voilà. Et donc en effet, ça se heurte évidemment à la complexité des approches globales que vous évoquez. Alors ces approches globales... quand on regarde un peu l'histoire des philosophies de la santé publique ou des paradigmes de la santé publique, on voit qu'on a égrené comme ça depuis une cinquantaine d'années des chartes, des déclarations, voilà, des traités que tous les pays ont signés. Hein. Il y a eu la charte d'Ottawa qui commençait à ouvrir les prémices d'une politique publique saine, voilà, qui laissait entrevoir le fait que la santé n'était pas qu'une question de professionnels de santé et de messages à porter. Et puis, il y a eu le concept de santé dans toutes les politiques. Aujourd'hui, on est sur l'approche One Health. Quand vous évoquez la santé globale, j'imagine que c'est tout ça, en fait. C'est cette approche One Health que vous avez évoquée tout au début, qui pour moi rejoint beaucoup la santé dans toutes les politiques, hein, parce que ça interroge One Health, ça interroge quoi? Les questions de mobilité, le respect du vivant, l'aménagement, la manière dont les gens se croisent, là où ils ont leurs loisirs, là où ils consomment, etc. Et donc, ces approches-là, elles ont quand même du mal à pénétrer notre conception de la santé publique. Est-ce que... alors, vous avez donné quelques pistes hein, quand même pour que ça puisse davantage s'institutionnaliser. Mais là, on est dans une ouverture politique, hein, puisqu'il y a des élections bientôt. Si vous aviez deux ou trois éléments clés à donner à nos futurs élus pour essayer d'implémenter ces concepts-là dans l'organisation de la santé. Quels seraient-ils en fait? C'est quoi ces deux ou trois leviers qui permettraient d'implanter One Health, par exemple, au niveau local, ou d'implanter la santé dans toutes les politiques au niveau local? Oui, la question la réponse n'est pas simple, mais c'est notre perception aujourd'hui, c'est que, encore une fois, l'État pourrait, enfin, donne, c'est déjà écrit. Franchement, tu rappelles les chartes, on est producteur de textes extraordinaires. Ce qui manque, c'est comment déclencher ce processus au plus près des citoyens et être aussi, du coup, dans une écoute nouvelle. Parce qu'on ne va pas
Je crois qu'une politique de santé telle qu'on l'a définie, cette globalité, et on n'a encore pas cité la question des difficultés, on va dire, psychologiques ou la santé mentale est dans un angle mort encore plus que tout le reste. C'est un sujet qu'on aborde de temps en temps, mais qui est dans un état de délabrement sévère, je pèse mes mots, avec des hommes, des femmes, des enfants qui sont dans une attente encore plus grande que ce qu'on connaissait avant. Donc, inégalité, santé mentale, ces questions devraient être au cœur. Mais ça pose pourquoi dans des élections, on va dire, locales, on aborde les mêmes sujets que les grandes questions centrales. C'est cette désarticulation. Il ne suffit pas pour dire qu'on a un grand projet environnemental à l'échelon national et international, pour dire de ce truc-là, comment je le décline moi, comment j'en fais un petit bout. On devrait réinventer, encore une fois, parce que les territoires ne sont pas les mêmes. Il y a des histoires, il y a des racines qui sont différentes, il y a des endroits où c'est naturel, il suffirait juste d'appuyer sur le bouton. Donc, je crois qu'il faut découpler un peu cette manière de parler du politique, voire de faire de la politique, où à l'échelle locale, en tout cas pour des grandes communes, hein, j'entends, on finit par reproduire les grands discours et du coup, ça devient, pour reprendre une formule, et blablabla et blablabla. Donc, je pense qu'il y a à redonner du sens à l'échelon au plus près des gens. Alors, la question va se poser parce que il y a des petites villes, des villages, enfin, je ne sais plus combien, les 80% des villes sont peu peuplées, je n'ai plus les chiffres en tête. Et là, ça pose la question de ne pas faire non plus, on a beaucoup discuté avec Pierre Veltz, le local n'est pas le localisme. C'est l'autre partie. Il faut bien qu'on ait à un moment des visions. Il faut trouver le niveau, c'est ce que défend beaucoup Vincent, quel est le bon niveau d'intégration. Voilà, parce qu'on tombe aussi après dans moi j'ai fait ça et moi je suis plus fort que le village à côté. Bon, donc, encore une fois, c'est comment on transforme tout cela dans un nouveau discours, une nouvelle manière de penser les politiques, là, encore une fois, de l'État et les politiques locales. Et parce que tous les sujets, quand on dit là, One Health, c'est in all policies, eh bien, ça veut dire que le sujet, il est permanent et qu'on ne devrait pas parler d'un sujet économique dans une collectivité sans regarder quelle est sa conséquence sur tel ou tel déterminant de santé, les transports, le mode d'alimentation, le mode de production, l'architecture et comment on va commander. Alors, ça va prendre du temps parce qu'on a construit, on est tellement en retard de logement, je parle dans les grandes métropoles et en France globalement, qu'on a, et je suis bien placé pour le savoir, on a fait de l'abattage et on a fait quand même des ensembles un peu compacts parce qu'il fallait produire, parce que l'économie aussi, c'est les degrés de rentabilité. Donc, vous voyez, je trouve que cette question à réinjecter, j'étais au GECO, ce grand rassemblement autour de l'économie à Lyon. J'ai pu, dans une table ronde autour de Patrick Artus, Daniel Cohen, Laurent Berger, amener un peu cette question de santé, même pour des économistes aujourd'hui, distinguer cette notion de calculer le coût de la prévention, enfin les retombées, le bénéfice de préserver la santé existent. Hein. On sait bien que le PIB, Aguillon a démontré ça, que le PIB, avec toutes les réserves du PIB, dépend beaucoup de l'état de santé d'une population. Donc, on le sait bien, mais Bismarck n'a pas fait des lois sociales juste parce qu'il aimait les gens, il l'a fait parce que c'était un ultralibéral, on dirait aujourd'hui, c'était aussi pour garantir une production. Donc, vous voyez, il faut qu'on inverse. Et ça, je crois qu'il va falloir que tout le monde s'y mette pour que petit à petit,
le corps politique, mais le corps social, parce que c'est quand même des gens qui vont voter, comprennent que eh bien, il faut déplacer un peu le curseur. Alors, ça va être compliqué parce que la France est quand même, voilà, il y a l'histoire des libertés. Voilà, je ne me vaccine pas parce que je veux préserver ma liberté. Donc, c'est pour ça qu'on n'y arrivera pas en imposant. Il faut et vraiment que ça se décline pour qu'il y ait des débats avec les citoyens et non pas sur le mode d'imposer les choses. Ça aussi, c'est une nouvelle manière de refaire société. Juste en complément, enfin, si je repars, et Georges n'en est pas éloigné, hein, mais de la première question, finalement, qu'est-ce qu'on aurait, enfin, qu'est-ce que j'aurais, parce que je ne sais pas, voilà, à suggérer aux candidats pour la présidentielle. Enfin, moi, hier soir, j'écoutais le débat en tant que citoyen de la primaire des Républicains. Et en fait, je me disais, mais les solutions qu'ils proposaient, c'était de dire, entre autres, de diminuer le nombre de fonctionnaires et de simplifier le niveau des collectivités. Et je me disais, mais en fait, avec des raccourcis comme ça ne pourra jamais marcher. Dans d'autres partis, ils proposent la même chose, hein, donc que tout le monde soit tranquille. Parce que la question, elle ne porte pas sur les structures, là on raisonne sur l'organique, la question, elle résonne sur le vivant, c'est-à-dire sur les politiques. Et moi, je soutiens la thèse suivant laquelle on ne fera pas avancer les choses quand on fonctionne sur la culpabilité. C'est-à-dire en disant j'ai 200 000 fonctionnaires de trop, c'est dire finalement il y a 200 000 personnes qui ne servent à rien dans cette société. De la même façon, quand je dis si vous ne roulez pas de telle façon, et ben voilà ce qui va vous arriver, on fonctionne sur la culpabilité. Ce qui nous arrive, et c'est là où il faut revenir à Hippocrate. Hippocrate, c'est un optimiste. Hein, quand on lit Hippocrate, il disait simplement il faut se remettre dans l'ensemble du vivant. Mais il ne fonctionnait pas du tout sur la culpabilité. Il n'y a pas une phrase qui dise ici ou là il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que je pense qu'on a un débat, je dirais qu'on occulte complètement, qui est le débat sur la justice sociale. Et je vais être très concret après. Et moi, je suis très attaché à la définition de la justice sociale qu'a donnée Sen, Amartya Sen, quand il parle des capacités. Et quand il dit finalement les capacités, si on veut assurer la liberté des gens, ce qu'on revendique tous, ça suppose qu'il y ait 4 ou 5 politiques de base qui soient satisfaites pour chacun de façon égale et qui sont, entre autres, la question de l'éducation, la question des transports, la question du logement et la question de la santé. C'est-à-dire que Sen dit très très bien, il dit ces 4 politiques-là, si ces 4 politiques-là ne sont pas assurées de façon égale, en fait, on n'aura jamais d'égalité entre nous. Et je pense qu'on est au cœur du problème, parce qu'effectivement, ces 4 politiques-là, si je regarde la question de l'éducation et de la santé, ça dépend pour partie de l'État et des collectivités. Si je regarde la question de l'habitat et des mobilités, ça dépend des collectivités. Et que c'est certainement pas, moi j'attends rien de la présidentielle, c'est-à-dire qu'on ne nous donne pas de recette miracle, qu'est-ce qu'il faut faire sur les territoires. Moi, au contraire, je dirais que c'est au territoire de se prendre en main et d'arrêter d'attendre ce qu'on va nous promettre. C'est certainement pas en disant je vais supprimer tel ou tel niveau de collectivité. C'est vraiment pas le sujet. C'est vraiment pas le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est effectivement de se poser la question comment je refais système entre ces 4 politiques pour que le changement civilisationnel induit par la modification du rapport de l'homme avec la nature dans toute sa complexité, on puisse influer concrètement. Mais il faut en revenir à des problèmes de philosophie. Enfin, il faut revenir à de la philosophie politique. Et puis, il y a un dernier argument. Alors, ça, ce n'est pas un conseil, mais c'est qu'on revienne à un moment à un discours scientifique. C'est-à-dire que, alors, ce n'est pas Georges qui va me démentir, mais quand hier soir, par exemple, et je prends hier soir, mais comme illustration, hein, que tout le monde se sente, s'il y a des personnes qui sont dans cette famille politique-là, qui ne se sentent pas attaquées, ce n'est pas le sujet. Mais quand on dit on a 5 millions de fonctionnaires, oui, on a 5 millions de fonctionnaires, sauf que dans les 5 millions de fonctionnaires, on a une fonction publique hospitalière, une fonction publique territoriale et une fonction publique d'État. La fonction publique d'État ne représente plus que 40% des effectifs. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. C'est-à-dire que si on est candidat à une élection,
il faut il faut être précis, c'est-à-dire, et dans le débat actuel, si on en est là aussi au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on ne fait plus confiance au discours scientifique, on ne fait plus confiance à ceux qui cherchent et qui pensent des politiques. Je ne dis pas qu'ils soient plus intelligents que les autres, simplement qu'ils passent une partie de leur vie à réfléchir quand même sur des choses pour avancer. Et aujourd'hui, où tout le monde s'autorise à intervenir sur n'importe quoi. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, je retiens, puis on va laisser la place à quelques questions. Hein. Je retiens les principaux mots-clés en fait, de cette discussion que nous devons avoir, enfin que nous avons eue et qui devrait se poursuivre pour essayer de faire bouger un peu les choses en matière de santé publique. Tu évoquais, Georges, la question de déplacer le curseur hein, du côté très médicalisé vers quelque chose de beaucoup plus global, qui fait appel à des concepts qui aujourd'hui quand même voilà, sont en tout cas dans les textes partagés, mais pas forcément dans les actions. Hein. Santé dans toutes les politiques et One Health, ce sont sûrement en effet les cibles organisationnelles, les cibles paradigmatiques à atteindre pour notre modèle de santé publique. Vous évoquiez la nécessité de considérer non pas le territoire, mais les territoires dans toute leur diversité, dans toute leur coloration, dans leur capacité à faire ensemble autour des populations, l'importance de considérer que finalement la santé est le produit de l'ensemble de toutes les politiques. Et puis là, ce que vous évoquiez avec la question de la place de la science et de réintégrer en effet la science dans la manière dont on conçoit finalement le faire santé, voilà, qui va d'ailleurs par le faire social ou le faire société, hein, comme vous l'avez souligné, hein, c'est le faire social qui fait le faire santé, en fait, et c'est pas l'inverse. Et je pense que ça, c'est presque une conclusion, quoi. C'est vraiment, ça montre bien cette globalité-là. Je vais laisser la parole maintenant à ceux qui souhaitaient poser des questions. Alors, il y avait déjà des questions à l'écrit. En tout cas, il y avait quelqu'un qui souhaitait vous poser une question, qui est Simone Matoulin-Pellissier, hein, qui est la directrice ici de l'ISPED. Simone, tu avais, je crois, une question. Oui, d'abord, bonjour et je voulais vous remercier pour les étudiants et Linda de vous avoir invité. Et merci parce que je pense que ça a fait réfléchir les plus jeunes et les plus anciens aussi. Hein. Et c'est toujours bon de discuter. Alors, j'aurais eu plusieurs questions, mais je vais en garder qu'une ou deux parce que vous avez un peu, au fur et à mesure, un peu répondu. Je vais en garder deux. Alors, il y en a une parce que j'aime beaucoup l'histoire, parce que je pense qu'on oublie. Voilà, vous êtes parti de l'histoire en disant à un moment donné que les hygiénistes étaient sortis pour aller rencontrer pour l'environnement, pour l'eau. Et moi, j'ai une question précise. Je donnerai ma deuxième question après, comme ça, vous pourrez réfléchir. Pourquoi sont-ils rentrés alors, puisqu'ils sont sortis à un moment donné? Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont repartis? Est-ce que c'est encore la structuration dans laquelle on est qui fait qu'on re-rentre, voilà, et comment, voilà, ça peut expliquer, est-ce que c'est dans l'explication de pourquoi ils sont rentrés, est-ce qu'on peut trouver des solutions? Ça, c'était la première question. Et la deuxième, vous avez beaucoup parlé effectivement du mot territoire, qui depuis quelques années, vous savez qu'en France, on a des mots, là, hein, tous les 10 ans, on avait il y a quelques années la mutualisation, maintenant il y a des notions autour de territoire. Je ne suis pas du tout contre cette notion de territoire. Il y avait un mot qu'on utilisait avant, et qu'on utilise encore parfois, qui est le mot bassin de vie. Et je me disais en vous entendant, parce qu'effectivement, entre la métropole, entre le département, entre la commune, la notion de territoire et de bassin, est-ce que la notion de bassin de vie aujourd'hui n'est pas la plus pertinente par rapport à les problèmes que nous évoquons? Voilà, je vous remercie. Merci de ces deux questions. Je pense qu'on va se les partager. Oui, vraiment, moi, j'allais dire, j'ai encore bénéficié dans mon cursus de toucher des patrons, ceux qui m'ont formé, qui avaient d'abord exercé avant les antibiotiques. J'avais fait un travail important sur la tuberculose dans les années 80 en France, sur les conséquences urinaires de la tuberculose. Et ça m'a ouvert des horizons parce que, encore une fois,
la réponse à votre question. Je crois que les hygiénistes ne connaissaient pas, ils ont pris des mesures sans connaître l'existence des microbes. Quand, je crois qu'il s'appelle Snow, découvre que c'est une des fontaines à Londres qui est à l'origine de ces épidémies de choléra, il va assainir Lyon, la fontaine. Quand on découvre à Lyon que la mortalité périnatale est liée aux eaux sales et que le préfet Vaïs, en 1850-55, fait un plan d'égout, et Lyon sera à un moment la ville celle qui aura fait baisser la mortalité périnatale. Mais on ne savait pas à ce moment-là. La science n'était pas venue confondre ou amener paradoxalement le recul de ça. Moi, je pense que la puissance de la médecine, et la réforme en France de 1958 sur la refonte des grands hôpitaux, de ce Paris des 30 Glorieuses où il suffisait de claquer dans les doigts pour avoir le budget qu'on voulait pour telle ou telle nouvelle machine, a laissé penser qu'on n'avait pas besoin d'anticiper, c'est-à-dire de penser avant ces moyens. Et les patients, la population a fini par croire ça. Donc, rappelez-vous, il y a eu les questions sur l'acharnement thérapeutique qui couvraient et qui ont pu d'ailleurs ensuite être remplacés par le renoncement thérapeutique. Donc, on a parlé d'un tas de sujets, mais finalement, la peste, entre guillemets, façon Covid, est revenue nous interpeller pour dire, mais OK, on n'aurait pas eu de vaccin là, mais dans quelle situation, quoi qu'on en dise, on serait quand même très mal avec les nouvelles vagues qui démarrent. Donc, vous voyez, je crois qu'on a oublié cette vision globale au détriment de la puissance de nos moyens. Et je crois qu'évidemment, je suis profondément tourné vers la science et la recherche. J'allais dire, c'est mes 10 premières années où j'ai fait surtout de la recherche et sur le cœur artificiel à un moment où personne ne pouvait même imaginer qu'on mettrait une mécanique à la place du cœur. Donc, je crois à ça. Mais vous voyez bien que ça, c'est une course-poursuite avec des coûts qui sont de plus en plus colossaux, quoi. Les États-Unis sont quasiment à 18% de leur PIB. Nous, on est à 11,2, 11,3. Et qui plus est, on commence à perdre de l'efficacité. C'est-à-dire que malgré tout ça, on n'a pas non plus une santé, des critères suffisants. Donc, il faut bien modifier, se dire comment j'utilise. Et c'était une des discussions avec les économistes. Malgré tout, d'accord, on a fait de l'argent, quoi qu'il en coûte, d'accord, mais enfin, il y a un moment, malgré tout, où les contraintes économiques dans des équilibres, je ne parle même pas de choix politiques, on sait quand même que ce n'est pas infini. Donc, il faut quand même commencer à réfléchir un peu autrement. Alors, juste pour compléter, répondre à l'autre question, je pense qu'au niveau local, c'est comment finalement les médecins sont rentrés dans la ville et sont sortis de la ville, parce qu'en fait, ça revient à ça, la question. Je pense que, enfin, ils ne sont pas rentrés tout seuls. Ils sont rentrés parce qu'il y avait il y avait un bain culturel et qu'il y avait des édiles qui étaient favorables à ça. C'est-à-dire que si je prends l'histoire de Lyon, ce n'est pas pour rien que dans l'histoire de Lyon, c'est au même moment que j'ai des maires qui sont médecins, donc ils savent très bien ce qui se passe, et que j'ai un maire qui poursuit ça, qui n'est pas médecin, qui s'appelle Édouard Herriot. On peut leur reprocher tout un tas de choses, n'empêche que Édouard Herriot, c'est celui qui, début du XXe siècle, n'arrête pas de promouvoir des voyages à l'étranger pour essayer de comprendre comment ça se passe. Et quand on lit les délibérations du conseil municipal de Lyon, elles sont absolument passionnantes parce que les voyages d'études, ce n'était pas uniquement des pince-fesses à l'étranger, c'est qu'ils passaient leur temps à essayer de comprendre les techniques et machins, et comment, derrière ça, on les implémentait localement. Et qu'une fois qu'ils ont eu terminé de vaincre l'épidémie de choléra, ma foi, ils sont passés à autre chose, quoi. Fondamentalement, c'est ça. Ce qui veut dire que, de toute façon, l'homme n'agit que par la contrainte, qu'on le veuille ou non. C'est ça la question qui est posée derrière ça. Mais pour autant, il agit sous la contrainte, mais encore faut-il des élus stratèges. Et c'est pas nécessaire. Et ça veut dire, de façon extrêmement concrète,
qu'aujourd'hui être un élu stratège, c'est peut-être aussi d'accepter, chacun a sa sensibilité, mais que je n'ai peut-être pas réponse à tout, et qu'il y a peut-être d'autres façons de concevoir l'action publique aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Alors après, sur la question des territoires, comment dire, la question du territoire, en fait, c'est un emboîtement de plusieurs territoires. Votre territoire du quotidien, votre bassin de vie, c'est-à-dire ce que vous avez un quart d'heure, c'est votre bassin de vie, il n'y a pas de problème, c'est grosso modo l'échelle de la commune. Si je vais vite, c'est l'échelle de la commune ou du quartier, etc., etc. Mais dans votre territoire, vous avez, alors je ne sais pas du tout où vous résidez, mais si par exemple, j'ai n'importe quoi, vous êtes amatrice de rugby et que vous voulez aller voir un match de l'équipe de France de rugby, bah, vous savez que c'est qu'à Paris et personne ne va râler. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le territoire, en fait, c'est une suite de chronocartes. Et que le bassin de vie étant, je dirais, la première des chronocartes, c'est-à-dire tout ce qui est ce qu'on appelle la proximité immédiate. Ensuite, vous avez une proximité qui pourrait relever en termes de fréquence d'une utilisation hebdomadaire de services ou d'équipements, c'est-à-dire, alors sauf si je suis sportif de haut niveau, mais si je vais une fois par semaine à la piscine, je n'ai pas besoin d'avoir une piscine juste à côté de chez moi. Donc, ça peut être au-delà du bassin de vie, ça ne pose pas de problème directement. Puis après, j'ai un troisième niveau qui sont des politiques d'utilisation beaucoup moins fréquente, mais qui nécessitent une planification sur une échelle très large. Et c'est là où je reviens en fait à des territoires qui seraient métropolitains, qui ne correspondent absolument pas à ceux de nos métropoles actuellement. En fait, ce qui est intéressant, je vais pas. Quand vous regardez, par exemple, moi, j'ai travaillé un peu sur ce que faisait l'agence d'urbanisme de Bordeaux. Ils sont très, très loin de ces choses-là. C'est-à-dire que, oui, ils font de la géographie, mais ils ne le traduisent pas institutionnellement. Et c'est là où on revient, en fait, au problème qu'on rencontre. C'est-à-dire qu'à un moment, tant qu'on n'acceptera pas de comprendre que la science, ce n'est pas qu'une histoire de discipline, aussi précis soit-il, mais c'est qu'à un moment, ça doit servir sur le vivant et c'est de réintroduire de l'interdisciplinarité, on n'y arrivera jamais. Merci beaucoup pour ces réponses. Il y avait aussi une question de Mélanie Popov. Mélanie, si vous souhaitez la poser. Oui, merci, merci beaucoup. J'ai vraiment hâte de lire votre livre que j'ai pas encore lu. Moi, j'ai une question sur les outils territoriaux parce qu'on a parlé des leviers d'action. Vous avez parlé de la santé mentale. Hein, on a plein d'outils conceptuels en termes de leviers, mais moi, comment dire, sur les leviers, j'aime bien cette idée de co-bénéfice santé-environnement qui m'aide beaucoup à penser tout ce cadre structurel de santé globale. Hein. Donc, les co-bénéfices, on peut prendre l'idée si on améliore l'accès aux mobilités actives, on va pouvoir réallouer l'espace à des pistes cyclables et enlever des routes. On pourra faire plus d'espaces verts. Ça va améliorer la santé mentale, diminuer le stress, augmenter la biodiversité aussi également, et donc ça aura des co-bénéfices en cascade sur la santé. Après, en termes d'outils d'action transdisciplinaires, moi je me demande si c'est pas finalement ce qui manque au territoire, et je pense à quelque chose qu'on va aborder dans ce DU qui sont les études d'impact sur la santé. Est-ce que ça ne pourrait pas être un très bon outil d'action de santé globale au niveau territorial? Oui, alors on va répondre rapidement parce que le temps passe et que je ne sais pas quelle est votre limite. On n'a pas de limite ici pour le moment. Je crois qu'il n'y a pas de politique sans une évaluation précise. Une évaluation, ça nécessite de définir des objectifs datés, quantifiés, mesurables, et c'est au rythme de ça, c'est comme dans toute science. Vous savez, à un moment, on a essayé de lancer en France dans les équipes les études, les groupes de morbimortalité, c'est-à-dire quand il y avait un accident, un incident, on se mettait toute la chaîne autour de la table pour discuter, mais en France, on ne sait pas faire. Je vous assure que c'est parce que l'évaluation est considérée comme une sanction. Chez les anglo-saxons, c'est un outil de progrès. Chez nous, c'est d'abord un outil de sanction. Donc,
Oui, il faut qu'on soit capable de formuler, et encore une fois, en recherche, ce qui compte, c'est la question que l'on pose pour pouvoir mesurer les réponses que l'on apporte. On ne peut pas seulement dans la globalité dire, et c'est une des critiques, j'assume pleinement ça, qu'on peut formuler aujourd'hui à l'écologie quand elle exprime tout par l'écologie, eh bien, tout le monde ne rentrera pas dans l'écologie. Nous, on fait le pari, en tout cas moi, que par la question de la santé, on peut prendre tous les citoyens par la main. Et le bénéfice, pour certains, il va être sur la manière de vivre, d'autres sur la manière de manger, d'autres sur la manière de se loger, et de proche en proche, on va faire tache d'huile. Je ne crois pas aux visions verticales qui s'imposent par le haut. D'ailleurs, on voit bien combien c'est difficile. Donc, évaluation plutôt qu'un discours aussi global dans lequel on peut avoir du mal à entrer, surtout quand il est en plus teinté d'un peu de catastrophisme. Enfin, on a voté, peut-être vous aussi à Bordeaux, l'urgence climatique. Bon, ben d'accord, c'est bien, et je suis complètement partisan de cette question. Mais c'est comment on entraîne tout le monde. Et quand je dis tout le monde, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas faire des choses juste pour une partie de nos sociétés, et je ne parle même pas pour une partie du monde. Je termine, vous voyez, hier soir, il y avait une réunion avec des équipes autour de l'alimentation à Lyon. Il y avait les Chinois qui étaient là, et j'ai découvert que Monsieur le Président Xi a lancé une loi sur l'assiette vide. C'est-à-dire que si votre assiette, c'est pour éviter le gaspillage, si votre assiette n'est pas vide, si au resto ou en Chine, on a plutôt l'habitude de faire une table pour 7 quand on est 6, si elle n'est pas vide, vous êtes pénalisé, vous aurez des amendes. La Chine, elle est capable de faire ça. Franchement, ça va être compliqué. Je ne crois pas, moi, aux choses comme ça un peu qui s'imposent. Pardon, juste pour compléter, enfin, moi, ce qui m'apparaît essentiel dans le concept de santé globale, c'est qu'en fait, c'est la question que derrière tout ça, il y a une société, il y a du vivant. Il n'y aurait pas de vivant, je veux dire, nos réflexions n'auraient strictement aucun sens. Et ça veut dire de façon extrêmement concrète que les problématiques que vous évoquiez sur l'amélioration de la biodiversité, etc., qui contribuent à la santé mentale, oui, je n'ai pas de problème à le comprendre, sauf qu'à un moment, il faut le raccorder à la dimension sociale, c'est-à-dire que la capacité de chacun, et je dis bien chacun, je veux dire que je ne gagne pas ma vie ou que j'ai des conditions économiques extrêmement favorables, que chacun, d'un point de vue social, puisse se retrouver là-dedans. Et ça me semble-t-il, c'est un véritable défi. Et le défi qui est derrière ça, c'est qu'en fait, quand on aborde ces questions aujourd'hui, on fonctionne sur le registre de la peur. C'est-à-dire, si on ne fait pas ça, voilà ce qui va nous arriver. Et ça rejoint quelque part tout à l'heure une question d'Inda, c'est-à-dire qu'on ne met pas en mouvement une société avec la peur. Avec la peur, je peux expliquer pendant des heures et des heures que si je fais ça, la planète ceci, la planète cela, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais la peur, c'est le fondement d'une religion, hein, ce n'est pas autre chose. Il suffit de relire l'avenir d'une illusion de Freud pour comprendre, je veux dire, ce que ça signifie profondément. Et donc, on avancera, moi je pense, et c'est pour ça que finalement, moi j'utilise très rarement le terme de crise, parce que la crise, pour moi, c'est un vrai bonheur, parce qu'il y a tout à réinventer. Il y a tout à réinventer, et certainement pas avec des solutions miracles uniquement en disant bah, tiens, je fais ci, j'améliore tel espace ou je débitume. Oui, tout ça, c'est bien. Je ne critique pas intrinsèquement. Mais en fait, ce dont on a besoin, c'est de retrouver une pensée collective par rapport aux défis qui sont les nôtres. Merci beaucoup. Je propose qu'on arrête là, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ne puisse plus dormir ce soir s'il ne pose pas sa question. Mais voilà. Parce qu'on a déjà dépassé d'une dizaine de minutes. Je voulais remercier évidemment les participants de ce webinaire et puis plus particulièrement évidemment les intervenants Vincent et Georges. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps que je sais précieux
pour venir nous parler autour de cet ouvrage-là et de ce qui vous anime. J'espère avoir l'occasion de vous recroiser aussi sur ces aspects-là. Et encore vraiment merci et merci pour les étudiants de l'Université de Bordeaux et de l'ISPED plus particulièrement d'avoir pris ce temps-là avec nous. Je vous souhaite... Merci infiniment, Linda. Et juste, c'est un livre d'optimisme, hein. Ce n'est pas un livre triste. Enfin, optimisme au sens d'engagement et de volontarisme, hein. Le vrai optimisme, c'est quand même celui-là. Oui. Donc, on croit, je déteste le monde d'après, mais on croit à l'évolution de nos sociétés et du monde. Je l'ai lu et je confirme que c'est très revigorant, en fait, de le lire. Ça fait vraiment du bien. Merci à tout le monde. Merci infiniment. Et merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup.